Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir Linda Bortoleto. Une brillante carrière en tant qu'officier, un bon job, un bon salaire, un bon statut, bref, Linda semblait cocher toutes les cases de la réussite. Pourtant, le décès de son père va tout changer dans la vie de Linda. Ouais, j'ai l'impression d'être au milieu des débris de ma vie et je suis toute seule là-dedans. J'ai vraiment un grand sentiment de solitude à ce moment-là. Comment faire quand on est perdu et qu'on ne trouve pas de sens à sa vie ? Quand je rentrais du boulot, je partais au Sacré-Cœur et je priais beaucoup. En fait, j'ai renoué avec ma spiritualité et j'étais au fond du Sacré-Cœur et je pleurais, j'écrivais, je priais en même temps et je demandais mais quel est le sens de ma vie ? En peu de temps, Linda met fin à son mariage, à sa carrière militaire pour oser aller à la rencontre d'elle-même et embrasser sa passion, le voyage. Elle nous explique cette première expérience initiatique au fin fond de la Sibérie. En fait, ce qui est fou, donc je suis à 11 000 km de la France, tu vois, de l'endroit où j'ai mes repères, où j'ai grandi. Pour autant, malgré les différences, malgré l'éloignement, une culture complètement à l'opposé de la nôtre, et bien pour la première fois, je me sens à ma place. On revient également sur l'agression sexuelle que Linda a vécue en Turquie. Mais cet épisode, c'est avant tout un épisode lumineux qui va t'embarquer. Et puis, tu vois, on parlait de l'audace, mais oui, il faut oser, mais c'est pas oser n'importe comment, c'est oser écouter ses désirs, quoi. Nos désirs sont nos moteurs. Et faire confiance en la vie elle est extraordinaire. Oser s'écouter, oser l'audace, oui. Avec Linda, on parle de résilience, de spiritualité, de courage, d'intuition. Un épisode qui va illuminer ta journée. Et si ce n'est pas déjà fait, je te laisse mettre 5 étoiles sur ta plateforme d'écoute. Ça te prend que 2 petites secondes chrono, je te le promets. Et tu peux aussi laisser un commentaire, bien évidemment. Sur l'Instagram Osez by Nico, tu retrouveras les vidéos pépites de cette interview. Bonne écoute! Salut Linda! Bonjour Nico! Comment vas-tu aujourd'hui? Merci d'être venue. Comment te sens-tu aujourd'hui? Eh bien, je me sens joyeuse. Ouais. Je pense que c'est mon émotion dominante. C'est pas toujours constant, mais ouais, voilà, je suis très heureuse d'être ici. Merci de me recevoir. Bah, je veux dire, ça se voit. Pas que tu... Enfin, je veux dire, que tu sois contente d'être ici, oui, mais ton côté joyeux se voit énormément dans ton sourire. Ceux qui voient la vidéo sur YouTube le voient. Mais c'est quelque chose que je trouve d'ailleurs assez contagieux chez toi, cette joie de vivre et cette lumière que tu dégages. Donc, c'est un plaisir de me dire qu'on va passer une petite heure ensemble pour parler de ton parcours. Tu as un parcours extrêmement riche. Je pense que là, je dis on va passer 1 heure, mais on pourrait y passer des heures. Donc, on va tenter de rester concis. Je pense qu'en commun, qu'on peut avoir tous les deux, c'est le voyage et comment le voyage nous a amenés à nous connaître. Et qu'est-ce qu'on a pu trouver dans le voyage? Donc à tous les gens qui sont, tu vois, qui ont un goût du voyage, bah, ils vont sûrement se reconnaître. Et ceux qui ont peur ou qui voudraient essayer le voyage, je suis sûre que tu vas leur donner envie de partir à la rencontre d'eux-mêmes par le voyage. Je dirais ça. J'aimerais commencer par une phrase que j'ai vue sur ton site où tu dis « Je cesse ma carrière d'officier pour vivre l'impossible et mener des expéditions qui me ressemblent, au-delà de toute frontière. » C'est ton histoire, ça? C'est le début de mon histoire parce que, donc au départ, pour aller très vite, ouais, pendant 10 ans, j'ai mené une carrière d'officier. J'étais d'abord officier dans l'armée de l'air et ensuite officier dans la gendarmerie jusqu'au grade de capitaine. Parce que j'étais déjà guidée par l'aventure. Sauf que l'armée, alors certes, il y a l'action, mais il y a surtout un cadre, il y a une hiérarchie, et je me suis très vite retrouvée à l'étroit dans ce système très rigide. Parce que je pense que c'est un des systèmes les plus rigides qui puissent exister dans le monde, le système militaire. Et le déclic que j'ai eu, c'est quand j'avais 27 ans, mon père est mort. Et j'ai une histoire très proche avec mon père, très lourde aussi. Et quand il est mort, c'est comme si tous mes repères s'effondraient. Et je me retrouve face à moi-même, face au vide, face à cette grande question existentielle, qui suis-je ? Et en même temps, qu'est-ce que je fous là ? Enfin, ça a été tout d'un coup l'évidence, l'ouverture, mes œillères tombent, mes yeux s'ouvrent sur moi-même et du coup sur le vide parce que j'ai pas encore les réponses à ce moment-là. C'est ton papa qui a été comme ça, c'est son décès qui a été... C'est-à-dire que ça a été un déclic, ça veut dire que toi, dans ta vie d'officier, dans ta vie militaire, tu te sentais bien ? Si il n'y avait pas eu ce décès, tu aurais continué comme ça ? Alors disons que ça c'est vrai que c'est assez subtil parce que
J'étais pas mal, j'avais une super carrière, tout sur le papier, enfin voilà, le salaire, en plus j'étais mariée avec aussi un officier, un Saint-Cyrien, enfin tout collait dans les cases, on va dire, de la réussite sociale. Et c'est vrai que pourquoi mon père a été le déclic? Parce que finalement, je pense que j'étais encore la petite fille qui voulait bien faire, qui voulait bien réussir. Sauf, lui, il m'a jamais rien demandé, attention, il m'a jamais mis de pression. Mais le fait qu'on ait une histoire extrêmement proche, parce que c'est mon père qui m'a élevée, en fait, ma mère est partie quand j'avais 11 ans. Ouais. Donc du coup, j'ai été élevée par mon père. Il y avait aussi mon grand frère qui était là. Et mon père était il est tombé dans la dépression, dans l'alcoolisme, donc du coup je voulais pas être un souci de plus pour lui. Enfin, j'ai un peu pris la casquette de la sauveuse. Mais dans ton dernier livre, tu parles à un moment donné, dans ton dernier livre, Le Miroir de Bali, tu évoques la séparation de tes parents et à quel point ton papa, ça a été compliqué et justement tu l'as sauvé et tu l'as retrouvé dans des situations pas faciles quand il était dans l'alcool, hein, c'était ça. Et donc, t'as eu un rôle qui n'était pas le tien, finalement, si jeune. Donc, t'as créé un lien avec lui qui était très fort. C'était ton papa, donc même s'il avait cette dépendance, c'était... Je dis ça, je ne sais pas, mais ton héros, finalement. Ah, mais complètement. Mon père, c'est mon premier héros. Il m'a inspirée. Et certes, il est tombé dans ce piège de l'alcoolisme. Mais pour moi, je voulais qu'il se sente bien. Donc, je suis devenue la petite fille qui réussit bien à l'école, qui pose pas de soucis, qui intègre les écoles d'officiers. Et d'où ce choc quand il meurt, parce que même s'il était fatigué et qu'il il me répétait depuis que j'avais 15 ans, de toute façon, je vais bientôt crever. Et c'est hyper violent d'entendre ça quand on est jeune. Ce qui fait aussi que j'ai développé un rapport à une conscience de la mort très tôt dans ma vie. Ce qui fait qu'en effet, on va dire, en écho à ça, j'ai aussi un amour de la vie qui est très fort. Parce que je sais à quel point la vie, tout peut basculer du jour au lendemain, à quel point la vie est éphémère, et du coup à quel point la vie est précieuse. Ouais. Parce que mon père, depuis que j'ai 15 ans, finalement, il me met face à cette incertitude de la vie et face au côté éphémère de la vie. Et jusqu'à mes 27 ans, où là, il meurt. Et c'est là où je me rends compte, waouh, en fait, finalement, je me retrouve seule, sans lui, parce que c'était mon pilier. Ouais. Et en fait, c'était mon pilier en même temps que moi, j'étais devenue le sien. Et finalement, là, plus rien, quoi. Tout s'effondre. Et là, je me dis, j'ai l'impression d'être au milieu des débris de ma vie. Et je suis toute seule là-dedans. J'ai vraiment un grand, grand sentiment de solitude à ce moment-là. Et plus rien ne compte, même j'étais toujours mariée, hein, mon mari s'efface complètement dans ce vide, dans ce chaos, on parle de tunnel, j'avais l'impression d'être dans un tunnel sombre. Et d'ailleurs, les 2 ans qui ont suivi, j'ai eu une double vie, c'est-à-dire qu'à cette époque-là, je travaillais encore. Donc le jour, à l'époque, j'étais détachée au ministère des Finances à Paris. Donc j'étais la nana, working girl, tailleur, talon, je faisais super bien mon boulot. Et en fait, je sortais beaucoup la nuit, en fait. Et c'est la nuit qui m'a... En fait, je traversais ma nuit, la nuit noire, comme disait Jung. Et finalement, c'est cette nuit où je sortais dans les bars à l'époque. Donc d'abord, je me sépare, parce que ça a été ma première évidence. Mon mari n'est pas le bon. Ouais. Donc je décide de me séparer. Je déménage à Montmartre. Et là, en fait, je vis la bohème la nuit, quoi. Je sors dans les bars, je fréquente les artistes, les peintres de la place du Tertre. Ça change du côté militaire et strict. Ah oui, et marié à un militaire aussi. Ah ouais. T'as l'impression de te révéler à ce moment-là ? J'ai l'impression d'enfin pouvoir m'exprimer. Parce que je pense que c'est ce qui me manquait. Et l'autre point, c'est comme j'étais avec les artistes... donc c'est la création, le monde de la créativité, de l'imaginaire. Donc je me remets à lire la littérature, je me mets à écouter de la musique. Moi, je suis une grande fan de la musique classique. Et en fait, à travers ça, à travers la création, je commence à écouter mes émotions, parce que les émotions, elles émergent. Elles ont déjà émergé à la mort de mon père, parce que c'était ce chaos, ou la tristesse, le deuil, auquel je fais face. Je faisais des insomnies, je pleurais énormément. Et puis du coup, en fait, pendant des années, justement, avec ce système militaire, c'est comme si j'avais mis un couvercle à mes émotions, une armure. Je m'étais construite une armure en me disant « je suis infaillible ». J'étais un peu robotisée dans ce rôle. Et là, tout d'un coup, je reviens vers mon humanité, donc vers mes émotions, quitte à ce que ce soit complètement chaotique, parce que ça l'était. Hein, donc c'était beaucoup d'alcool.
C'était une époque, oui, comme je dis, la bohème, y compris dans sa version la plus extrême, quoi. Donc, mais quelque chose, je pense, dont tu avais besoin à un moment donné, puisque tu t'écoutais davantage et tu passais une période aussi difficile. C'est... Pardon, un petit chat dans la gorge. C'est pour toi... ça a duré combien de temps, cette période ? Ça a duré plus de 2 ans, 2 ans et demi. Tu disais que tu avais l'impression que tout s'écroulait, que tu trouvais plus de sens dans ce que tu voulais faire. Ouais. Là, tu cherchais un sens à ce que tu voulais faire ? Ah ouais, ça a été dur, hein, parce que c'est bien de mettre sur le papier qui suis-je. En fait, très rapidement, je savais ce que je ne voulais pas. Donc, il y avait déjà la séparation, donc il y a eu procédure de divorce. Et puis après, ma carrière, à un moment, c'était évident que je ne pouvais pas continuer dans cette carrière. Cette carrière ne me correspondait pas. Mais après, pour faire quoi ? Et en fait, d'où les insomnies. C'était vraiment une période très sombre, très nocturne, du coup, comme j'ai dit. Et en fait, comme j'étais à Montmartre, quasiment tous les soirs, j'allais au Sacré-Cœur. Et quand je rentrais du boulot, je partais au Sacré-Cœur et je priais beaucoup. En fait, j'ai renoué avec ma spiritualité à ce moment-là. Okay. Et je demandais, j'ai commencé à écrire à ce moment-là, j'avais un petit carnet et j'étais au fond du Sacré-Cœur et je pleurais, j'écrivais et je priais en même temps et je demandais, mais quel est le sens de ma vie, qu'est-ce que je vais faire et finalement, avec ce monde des artistes qui, eux, s'expriment sans complexe parce qu'ils vivent de leur expression, c'est grâce à eux que je me suis dit, finalement, c'est quoi mon art ? Et à un moment, moi, je voyageais déjà beaucoup à cette époque-là. Dès que j'avais des vacances, je partais en voyage, que ce soit en France, en Europe ou dans le monde. Et en fait, à un moment, je parle avec un ami peintre. Il me dit, et je revenais de Tanzanie, en fait. Un voyage extraordinaire où j'avais gravi le Kilimandjaro et un autre volcan qui s'appelle le volcan Lengai, si je me souviens bien, qui est au milieu de la savane. Ouais. Tu le gravis, en fait... pendant la nuit pour arriver au sommet au crépuscule, pas au crépuscule, à l'aube. Et là, t'as la savane qui flamboie. C'est juste une vision extraordinaire. Et tu vois, je raconte cette scène-là à mon ami peintre. Il me dit, mais quand tu parles de ça, on dirait que tu es le phénix, tu renais de tes cendres. Ouais. Et en fait, je dis, mais il a raison, en fait, le voyage, c'est moi. Finalement, ce pourquoi j'intègre l'armée, c'est pour vivre cette vie d'aventure, mais cette vie de voyage, cette vie de découverte, cette vie d'inconnu. Et c'est là que je prends la décision de démissionner et de voyager. C'est une décision qui n'est pas... Donc, tu démissionnes et tu te mets à voyager. Ouais. C'est quelque chose de fort en soi. Donc, tu découvres que ce qui t'anime, c'est le voyage. Quelque chose que tu connaissais déjà, finalement. Tu y avais goûté. C'est pas comme si ça t'est tombé dessus comme ça. Tu as juste presque embrassé davantage cette passion qui t'animait, qui t'a été... tu vois, je me dis, tu l'avais en toi, mais c'est quelqu'un qui t'a révélé comme un effet miroir, en fait. Ouais. Tu penses que les gens peuvent aider à se révéler ? Ah, complètement. Pour moi, en fait, la meilleure façon de se connaître, surtout quand on est perdu, parce que c'est là où on se pose des questions sur qui l'on est, c'est déjà d'aller voir des personnes qui sont hors du milieu qu'on fréquente d'habitude. Parce que sinon, si on fréquente... moi, à l'époque, j'étais dans le milieu de l'armée... le reflet que les autres me renvoyaient est un reflet de moi que je connaissais déjà, qui était quelque chose de connu. Et là, j'allais voir des personnes d'un autre milieu, puis des personnes qui sont vraiment à fleur de peau, qui s'expriment avec sincérité, authenticité, quoi. Ils s'en foutent du qu'en dira-t-on. Et effectivement, par effet miroir, ces personnes-là m'ont révélé. Et ça s'est confirmé tout le temps, quoi. Et c'est pour ça que j'aime, pour en arriver au voyage... C'est génial, qu'est-ce qu'il y a de très riche, de si riche dans le voyage ? C'est cette diversité à laquelle on est confronté, diversité des paysages, d'une culture et des personnes, d'autres points de vue, d'autres regards, d'autres visions de la vie. Et c'est vrai qu'à chaque fois, c'est comme si chaque personne était un nouveau fragment de miroir qui nous renvoie à une nouvelle facette de nous-mêmes. Et waouh! C'est toujours une nouvelle présentation finalement, face à l'inconnu, face à des cultures différentes, donc des lunettes différentes, une façon de voir la vie différente. On est moins peut-être dans nos carcans, je sais pas comment dire, mais toi tu décides donc de partir. Comment on trouve le courage de partir? Parce que tu vois, il y a des gens, ils pourraient se dire, mais moi j'ai envie de partir là dès demain. Enfin, comment on fait? On prend une carte et on décide de dire allez, Amstramgram, je vais partir là, les yeux bandés. Comment on fait? Comment on choisit sa destination et comment on a le courage en fait de partir seul? Ouais, parce qu'en plus il y avait ce truc-là. En fait, je te dirais que t'aurais pu partir avec un Club Med. Ouais,
avec un groupe. Il y avait déjà les agences de voyage aventure à cette époque-là. Pour replacer là, au niveau de la temporalité, on est en 2011 quand je prends cette décision. Mais ouais, en fait, pour moi, c'était évident. Tu vois, à un moment, il y a eu une évidence. Je ne suis pas à ma place. Donc pourquoi rester ? Enfin, tu vois, à un moment, je me suis même pas dit, finalement, peu importe ce que j'allais faire plus tard, ça pouvait pas être pire que ce mal-être que je ressentais à l'endroit où j'étais. Donc, je veux dire, faut être maso pour rester. Alors, je suis un peu dans le côté sportif, mais là, j'étais pas bien là où j'étais, donc c'était une évidence. Donc, finalement, je dirais même pas que c'est même pas pour moi une forme de courage, c'était une évidence. Ouais. Je devais partir, c'est une question de survie. C'est soit je restais et je m'éteignais, je mourais à petit feu, ou soit je partais, peu importe où, et enfin je respirais, enfin je pouvais m'exprimer et me découvrir. Et comment t'as choisi ? Eh ben, tu parlais de la carte Amstramgram, c'était quasiment ça, je te promets. C'est pour ça que ça me fait rire. Parce que, donc à cette époque-là, comme j'ai dit, je me reconnecte, je découvre le pouvoir des émotions. Et du coup, à quel point les émotions sont un peu comme des indicateurs de là où on doit aller ou pas. Et je me dis, bon, bah, tu veux partir, où est-ce que tu pars ? Donc déjà, d'un point de vue rationnel, je voulais des grands espaces, la nature sauvage. Ça c'était vraiment quelque chose de très fort en moi. Je voulais partir seule et je voulais vivre quelque chose d'authentique. Tu vois, hors des sentiers battus, le côté aventure, tu vois, Indiana Jones, tout ça, quoi, en version féminine. Et je prends une carte et je laisse mon regard me guider. Et en fait, tu vois, je connecte mon regard à mes émotions parce que je commence à apprendre à m'écouter. Et je vois, à un moment, s'il y a un petit truc qui s'allume en moi. Et là, mon regard, il balaye la Sibérie. Je vois la Sibérie, 11 fuseaux horaires, enfin le truc énorme. Et je vois une toute petite péninsule tout au bout de la Sibérie qui s'appelle Kamchatka, à l'extrême-orient de la Sibérie. Okay. Et là, le nom me fait rêver, Kamchatka. Je te promets. Et là, tu vois, justement, je sens les étincelles qui s'allument en moi, tu vois. Je parle souvent, c'est un peu la discothèque intérieure. Aujourd'hui, je parle de ça, tu vois, j'adore danser. Ouais. Et je sens la Linda intérieure qui se met à danser, quoi. Je dis, c'est là où je dois aller. Incroyable. Je parle pas un mot de russe. Donc à l'époque, je bosse toujours, je bosse toujours au ministère. Et en fait, je me dis, bon, j'ai quand même mon côté rationnel, bon, je connais rien. Je prends mes vacances, je pars 2 semaines là-bas pour voir si, au contact de la terre, mon corps vibre, s'il y a quelque chose qui se met à vibrer. Et en fait, je pars, en plus, on est en plein hiver, c'est je crois au mois de mars, donc moins 40 degrés, moins 30 degrés, les Russes, ils n'ont pas appris à sourire, donc c'est hyper austère. Et pour autant, je connais rien, et en plus c'est en cyrillique là-bas, il n'y a rien en anglais, donc je comprenais rien, tu vois, j'avais pas la langue, je pouvais rien lire, j'avais pas les codes de langage corporel avec les Russes, et pour autant, je marche dans cette ville horrible qui s'appelle Petropavlovsk-Kamchatsky, et en fait, je me sens bien. Tu vois, je me dis, c'est ici que je dois aller. Il y a un truc, tu vois, il y a une connexion qui se crée. Et en fait, de fil en aiguille, donc je rencontre heureusement des Russes qui parlent anglais, donc qui m'aident. Et je leur dis, je veux faire un truc authentique, je veux partir 3 mois en Sibérie, mais faire quelque chose, où, pas un truc des volcans, du tourisme, etc. Et c'est là où je rencontre des géologues qui me parlent d'un peuple qui vit tout au nord de la péninsule, qui s'appelle les Tchoukts, des nomades éleveurs de rennes. Et là, ils me disent des nomades éleveurs de rennes, chamaniques. Je dis, c'est génial, tu vois. Et donc, c'est encore la discothèque dans le corps. Ouais, complètement, quoi. C'est Bonhomme qui se met en route, quoi, tu vois. Et je me dis, et en fait, ces géologues m'aident à prendre contact avec cette tribu. Donc, c'est une tribu de 12 personnes. Enfin, il y a un village et il y a une tribu qui part avec 2500 rennes dans la nature à l'état pur et je vais vivre avec eux. Pendant combien de temps ? 3 mois. Waouh ! 3 mois l'été et après, je retourne en plein hiver. Mais donc là, tu cherches en tout cas, j'ai l'impression qu'il y a quelque chose d'extrême. Tu es mais dans l'extrême, c'est pas négatif quand je dis ça, mais dans l'extrême de vivre quelque chose que tout le monde ne vit pas. Ça te vient d'où, ça, tu penses ? Parce que tu aurais très bien pu... alors, je dirais un truc, mais tu aurais très bien pu partir en Asie avec ton sac à dos et aller un peu en Thaïlande, voir les éléphants et ensuite aller à Bali, prendre des photos sur les tyroliennes, dans les rizières. Ouais. Je caricature un peu, mais je suis pas si loin de la caricature, je pense. Mais tu vois, t'aurais pu faire ça. Pourquoi ? Qu'est-ce que ça animait réellement pour toi, ces grands espaces et ces choses absolument incroyables ? En fait, ouais, t'as raison. Il y avait vraiment une volonté d'être sur ce côté extrême de l'aventure, aller
hors des sentiers battus, là où peu de personnes ne vont. Et en fait, je pense que ça me vient parce que quand tout à l'heure je parlais d'Indiana Jones, moi c'est ça qui me guidait quand j'étais petite. Parce qu'aussi, en fait, finalement, je ne fais que revenir à mes rêves de petite fille. Pour moi, c'était l'inconnu, l'aventure. Quand j'ai grandi à la campagne, en Picardie, dans le nord de la France, je m'inventais des parcours d'aventure dans mon jardin. Je passais en dessous, au-dessus des barbelés. J'ai toujours été... je pense que j'ai toujours eu un goût de l'adrénaline assez prononcé. D'où le choix de l'armée, je voulais être pilote de chasse, j'ai fait du parachutisme, tu vois, de la chute libre. Tout ça, effectivement, on est proche d'Indiana Jones finalement. Non, mais c'est de l'aventure. Tu vois, c'est que de l'aventure. Même finalement, on arrive à trouver des points communs avec ton métier de militaire. Ouais. Mais qui était trop carré. Et donc, c'est comme si tu as éclaté toutes les barrières et tout ce qui finalement te gênait pour aller trouver ta vraie vérité. Et ton aventure, tu te la crées toi-même, tu n'as pas besoin de t'enfermer là-dedans. Complètement, ouais. Qu'est-ce que tu découvres dans ces 3 mois avec cette tribu? Avec les Tchouktches. Ouais. Je n'essaierai pas de le répéter. C'est que des noms compliqués à coups, les Tchouktches, Kamchatka. En fait, ce qui est fou, donc je suis à 11 000 km de la France, tu vois, de l'endroit où j'ai mes repères, où j'ai grandi. Et pour autant, donc avec des gens que je ne connais pas, donc il me restait 3 mois avant d'apprendre le russe. Donc le soir, parce que je travaillais, donc le soir je rentrais, méthode Assimil Express. je prenais des cours de russe avec Internet et donc je parle très peu la langue. Et pour autant, malgré les différences, malgré l'éloignement, une culture complètement à l'opposé de la nôtre, et bien pour la première fois, je me sens à ma place. En fait, il y a une évidence qui se crée. T'es en pleine nature, enfin imagine la nature à l'état pur, c'est une région qui fait 1/3 de la France, où on était 12, et 2500 rennes, et tout le reste c'est la nature, des ours en été, des loups en hiver, et des saumons, des milliers de saumons qui remontent les rivières, et en fait donc c'est hyper vertigineux, tu vois, et en même temps je me dis, waouh, l'évidence d'être à ma place, et donc j'étais profondément heureuse. Donc tu vois, tout à l'heure on parlait de se trouver. Pour la première fois, alors je dis pas que je me suis trouvée, mais pour la première fois, je me suis dit, je suis sur le bon chemin. Je suis en chemin vers moi-même. Et du coup, c'est de la joie, quoi. Tu vois, je rigolais beaucoup. En fait, comme on parlait peu, finalement, avec ces Tchouktches, il y a une complicité qui s'est créée, qui est juste extraordinaire. C'est devenu mes frères et mes sœurs. Il y avait 2 femmes, il y avait une petite fille, et le reste, c'était 9 hommes. On passait notre temps à rire, quoi, parce que, tu vois, on mimait, ou ils se marraient parce que je prononçais mal des mots de russe, et c'était génial, tu vois. Il y a aussi un retour à l'innocence que j'ai trouvé. Et c'est bon, en fait, on perd l'innocence quand on rentre dans le monde des adultes, on a tendance à devenir trop sérieux. Et moi, j'aime cette innocence, tu vois, j'aime rire pour rien, j'aime juste me poser et regarder la nature. Tu vois, ces 2500 rennes dont on s'occupait, je suis devenue éleveuse de rennes, quoi. J'ai appris à m'occuper d'un troupeau de rennes. Mais ce qui est top dans ce que tu dis, c'est que tu dis on perd notre innocence, mais tu l'as dit, j'ai reconnecté avec mes rêves d'enfant. Et donc forcément, t'as reconnecté aussi avec cette émotion. Ouais. Puisque l'émotion, on dit souvent quand les gens sont perdus, il y a ce conseil effectivement d'aller voir qu'est-ce qu'on aimait quand on était plus jeune, et de voir comment on s'est éloigné de ça, plus vieux, mais du coup on s'est peut-être éloigné de la joie aussi en s'éloignant de qu'est-ce qui nous faisait vibrer naturellement sans qu'on ait les contraintes de l'époque. Et toi, t'as retrouvé, j'ai l'impression, ça en t'écoutant. C'est-à-dire qu'il y a eu un moment d'écoute, il y a eu besoin de passer par un chaos, par une autre façon de rechercher la joie dans les sorties, que ça a été à un moment donné une autre façon de faire, et puis hop, t'as reconnecté à ton chemin. Ouais, complètement. Quand tu reconnectes à ça, tu décides de rentrer? Alors après, je pars en Alaska, donc je pars 2 mois en Alaska que je traverse à vélo. Enfin, c'était pas prévu, mais le fait est qu'à un moment, je rencontre un mec qui me parle du vélo. Je fais, c'est génial. Alors j'achète un vélo d'occasion à Anchorage, qui est la ville principale d'Alaska, et je décide de traverser l'Alaska à vélo pour rejoindre une famille que j'avais rencontrée en chemin qui vivait au sud de l'Alaska. Ouais. Et là, pareil, les rencontres dans ces endroits où la nature est dure, en fait, dans ces endroits. Parce que j'en parle de façon idyllique, mais il faut se dire que c'est nature. Le danger, là-bas, c'est la nature. Hein. Et en même temps, il se crée une solidarité et un sens de l'accueil entre les habitants qui est folle, quoi, qu'on a perdu dans un mode de vie un peu plus confortable.
Et en fait, après ce voyage, je rentre en France parce qu'à un moment, j'avais prévu de rentrer en France, je ne savais pas pourquoi. Il fallait quand même que je gagne. Après, il y a le côté financier tu vois, comment C'était gagner sur de tes l'argent. économies que tu vivais? Alors là, j'ai eu de la chance que pour ce voyage-là, j'avais trouvé un sponsor. Donc du coup, T'avais trouvé un sponsor pour partir Ouais. comme ça. Enfin, à l'aventure. tu sais, tu quittes ton boulot, tu t'en vas et tu trouves un sponsor. Ah c'est ouais. quand même très. Mais c'est top. extraordinaire. Je sais que tu vois, toi, ton credo, c'est osons. Ouais. Eh bien, en fait, c'est là que je me rends compte. En fait, quand je décide de démissionner, j'ai mes économies, donc j'ai quand même mon côté rationnel en me disant, ça fait 10 ans que je travaille, super carrière, etc. Ouais. J'ai de l'argent de côté, mais je veux pas y toucher parce que je sais pas justement ce qui va se passer au retour. Donc j'essaye de trouver, j'ai vu qu'il y avait des gens, le sponsoring, j'y connaissais rien, je connaissais pas le monde de l'entreprise, je savais pas me vendre, communiquer. Mais j'ai vu que ça se faisait et en fait je me suis dit moi aussi pourquoi pas moi quoi finalement. Et donc j'ai commencé à contacter des entreprises jusqu'à en trouver une de ma région de Picardie qui a financé la totalité de mon voyage. Waouh. Et en fait il y a de la magie dans l'audace, il y a de la magie, il y a de la puissance dans l'audace quoi. Et c'est là que je commence à y goûter quoi, cette magie quoi qui est extraordinaire. Il faut y croire quoi, il faut croire en soi, il faut croire en la vie. Quand tu dis il y a de la magie dans l'audace, je trouve que ça résonne tellement. Enfin, en moi, ça résonne tellement. Et l'audace, oser, c'est de toute façon des clés qui, à mon sens, mais quand on y goûte, justement, mais en fait, on se rend compte que des choses sont possibles. Ouais. Là où on avait l'impression que c'était impossible. Et on arrive à ouvrir des portes, on tourne la clé et ça s'ouvre. Ouais. Et tu dis, putain, ça a marché. Ah, mais carrément, quoi. Même nous, on a... Et c'est ça qui est beau, tu vois, je te parlais du retour à l'innocence. En fait, c'est nous qui nous mettons des barrières en tant qu'adultes parce qu'on nous a dit, les parents, la société, la culture, enfin peu importe, où on se dit soi-même, c'est pas possible. Mais alors, il y a des fois des choses qui vont pas marcher, mais c'est pas grave. Mais en fait, déjà, en levant ces barrières, en retrouvant ce goût de l'innocence, de l'enfant qui teste, au pire, ça marche pas, c'est pas grave, mais au moins, on aura essayé. Ouais. Et c'est ça la magie, c'est de se dire, tentons, quoi. Ouais. Qu'est-ce qu'on risque au pire C'est rien à voir avec le voyage, mais ce podcast est né où j'allais voir les gens en me disant mon podcast n'existait pas et pourtant j'osais demander et j'avais des oui et c'était ces portes où j'ouvrais avec une clé alors que franchement j'étais mais pourquoi ils me diraient oui en fait, pourquoi les gens me diraient oui pour une interview alors que je suis personne. Et c'est l'audace et cette magie qui débarque. Tu sais pas pourquoi, et puis tu fais une interview, une deuxième, une troisième, et puis ça se construit, et c'est parti de l'audace, ni plus ni moins. Des fois, on me demande, mais comment t'as fait pour ton podcast, pour avoir ce genre d'invité, etc. Mais j'ai demandé. Ah ouais. J'ai demandé. C'est tout, j'ai été demandé. Et dans la vie, pour moi, on a des oui quand on demande. Et des gens, des fois, là, podcast, voyage, peu importe, Enfin, même les personnes qui nous écoutent, pensez dans votre vie à quel point vous ne demandez pas. Ouais. Et à quel point les gens pensent avoir un nom, mais en fait, le nom n'a pas été donné. Ouais. Le nom, il arrive si on demande ouais. et qu'il y a un nom. Mais sinon, il y a quand même 50% de chance d'avoir un oui. Ouais. Donc, profitons de ça. Complètement. Je suis d'accord. Et d'ailleurs, c'est drôle parce qu'il y a un de mes chapitres de mon livre, Le miroir de Bali, qui s'appelle « Demander », où j'évoque ça. Alors, c'est pas le sujet, mais c'est ça. C'est un moment, on me demande, mais comment tu trouves où dormir ? Je demande. Voilà, quoi. Alors, tu demandes aux gens. Après, moi, j'ai un lien aussi avec la spiritualité. Donc, tu demandes la prière. C'est ça. Hein. C'est demander au divin. Et je pense que, après, tu vois, il y a l'énergie avec laquelle on demande. Et l'énergie la plus puissante, c'est l'énergie du cœur. Ouais. Si on demande avec sincérité, c'est ultra puissant. La spiritualité, elle te vient, elle est apparue quand tu allais écrire au Sacré-Cœur. C'est là que ça c'est apparu, c'est cette idée de spiritualité ? Alors en fait, la spiritualité, pour moi, ça remonte à très longtemps, parce que déjà, quand j'étais petite, j'avais un lien avec la spiritualité très fort. Qu'est-ce que tu appelles la spiritualité ? Le lien, l'invisible. Tout ce qui est en lien avec l'invisible, donc tout ce qui nous guide par-delà le visible. C'est ça pour moi la spiritualité. Et quand je dis qui nous guide, c'est-à-dire qu'à un moment nous mène vers quelque chose de plus profond en soi et vers une expansion en fait, une expansion de soi, une expansion de la conscience. En fait, pour moi, c'est ça la spiritualité, c'est ces clés de l'invisible qui nous permettent de nous élever.
Et au final aussi de mieux nous relier au tout, quoi. Le tout, c'est les autres, le monde, la nature et le monde du visible et de l'invisible. Et tu parles souvent de l'intuition. L'intuition fait partie de la spiritualité. Oui, oui. Mais c'est une écoute un peu invisible de soi, de cet invisible. Enfin, là, c'est moi qui donne mes propres mots. Je ne sais pas si tu seras tout à fait d'accord avec ça, mais j'ai l'impression que pour toi, l'intuition est très importante. Complètement. Ça a été... quand j'ai découvert ça, la première fois, c'est en partant au Kamchatka, où tout d'un coup, j'ai cette aiguille de l'intuition. Enfin, tu vois, quand je dis la discothèque intérieure qui se met en route, mais c'est ça l'intuition. Alors, je dis ça, au départ, c'est subtil. Hein. C'est une petite discothèque. C'est une petite discothèque au fin fond des bois. C'est pas une rave party, quoi. C'est boum, boum. Ça devient après, plus on apprend à l'écouter, plus elle se fait... C'est pas qu'elle se fait puissante, mais plus on se fait confiance, mieux on l'entend. Et ça va vraiment souvent, on me demande comment écouter son intuition. Il faut se faire confiance, en fait. Il faut apprendre à s'écouter, mais se faire confiance aux signaux de son corps. Et le corps ne ment jamais. C'est l'esprit qui nous trompe, le mental nous trompe. Il va se raconter des histoires, mais le corps, waouh, la puissance des signaux du corps. Et donc l'intuition, moi j'ai commencé à la découvrir donc quand je me suis ouverte après la mort de mon père. Et après, quand tu te rends compte que ça fonctionnait une première fois, tu sais, c'est plus tu vis des expériences positives entre guillemets, plus tu as confiance en ça. Et après, moi, ça m'a guidée pour tout ce que j'ai fait, pour les projets que j'ai construits, les gens que je rencontre, les gens avec qui je vais travailler, parce qu'il y a toujours une phase professionnelle. Après, il y a des fois, je me suis plantée, attention, hein, mais c'est aussi en se plantant qu'on apprend à mieux s'écouter. Et puis, ce serait trop facile de tout réussir d'un coup, hein, mais il faut surtout pas, enfin ça je le dis pour nos auditeurs, hein, si à un moment on se plante, si on pense s'être planté, parce que ça c'est encore une chose, il ne faut pas s'en vouloir, hein, ça fait partie de la vie, il ne faut surtout pas culpabiliser. Ouais, totalement. Oui, l'échec fait partie de la vie, et l'échec, pareil, ce mot est un peu fort, mais c'est que ce n'est qu'un apprentissage. Je le vois de plus en plus, je l'expérimente moi-même, donc même si dans les phases les plus difficiles, on sait qu'on peut remonter. D'ailleurs, je dis ça, mais t'es passé par des phases compliquées, parce que t'as trouvé ton chemin dans le voyage. Réellement, certaines personnes pourraient dire que c'est dangereux, et t'as malheureusement fait l'expérimentation aussi du danger du voyage. C'est quelque chose qu'on peut aborder, ou tu veux rester discrète là-dessus? On peut en parler, bien sûr. Oui, alors en fait, voyager seule quand on est une femme, on va pas se mentir, hein, le danger le plus grand, c'est l'agression sexuelle. Et en fait... Excuse-moi, je te coupe parce que je t'ai entendu dire dans une interview, et c'est vrai que ça m'a perturbée. Ah bon ? T'as dit... quand on est une femme, le plus grand danger quand on est une femme, le plus grand danger, c'est les hommes. T'as dit ça quelque chose, et ça m'a un peu perturbée, parce que je me suis dit, en fait, je suis un homme, donc je n'ai sûrement pas le même regard. Mais du coup, j'ai trouvé très fort cette phrase parce qui est plein de sens pour toi aussi, et tu l'as expérimenté du coup dans le mauvais côté. Mais voilà, donc vraiment, c'est ce que tu as compris dans ton voyage aussi, c'est que l'homme pouvait être le prédateur le plus difficile, le plus... Oui, bien sûr, pour nous les femmes, et ça peut aussi arriver aux hommes, hein, attention, hein, même si proportionnellement c'est sûr qu'une femme, hein, clairement, elle est plus vulnérable. Et c'est une proie, hein, dans certaines régions. Et je l'ai expérimenté quand j'étais en Turquie. Ça faisait 7 ans. Parce que je dis ça pour rassurer les personnes, notamment les femmes qui voudraient voyager seules. Ça fait 7 ans que je voyageais seule. C'était en 2019. Donc même 8 ans que je voyageais seule en tant que femme. Il m'est jamais rien arrivé. À part forcément des hommes à un moment qui cherchent, mais à chaque fois que je dis vraiment l'importance du non, être très ferme quand on est dans des situations... un peu, voire même pas du tout ambigu, mais l'importance du non est très très essentielle. Mais là, en fait, bref, c'était une sorte de guet-apens dans lequel je suis tombée, et ça fait 7 ans que je voyage seule, et moi, en fait, je suis encore, je dirais que je suis dans un excès de confiance, hein, parce que je pensais pas du tout à ça. Aujourd'hui, je le dis parce que ça m'est arrivé, hein. Mais ça a été dur à vivre. Ça a été dur à vivre parce que derrière l'agression, et ça arrive. Après, je précise, ça m'est arrivé en voyage. Ça aurait pu m'arriver n'importe où. Hein. Pour l'instant, j'habite à Paris. Ça peut arriver au coin de la rue.
le danger finalement dans ce monde, c'est pas d'être une femme qui voyage seule, hein, c'est d'être une femme, point. Ouais. Parce que, comme tu le dis, hein, le danger, c'est les hommes. Je stigmatise pas les hommes, évidemment. Je sais que 99,9% des hommes, Dieu merci, sont des hommes bons, mais à un moment, il y a des personnes qui sont mal intentionnées. Et ça peut arriver, et il faut faire face, il faut se reconstruire. Et moi, ça m'a mis plusieurs années, hein, pour me relever de ça. Il a tenté de te tuer d'ailleurs. Oui, il t'a étranglé. Il m'a étranglé plusieurs fois. Ce qui m'a sauvée, c'est de faire semblant d'être morte. Et t'étais où ? Enfin, je veux dire, t'étais dehors ? Ouais, en fait, je traversais la Turquie à pied. Je suis partie d'Istanbul pour aller jusqu'à une ville qui s'appelle Konya. Ouais. Et je suivais les traces du poète soufi Rumi, qui est le poète de l'amour. Et aujourd'hui, je le dis en souriant, mais ça m'a fait très mal de me dire que c'est en suivant les traces du poète de l'amour que je passe à 2 secondes, peut-être même une demi-seconde de la mort. Wow. Et j'en ai voulu à Rumi, parce que quand on se fait agresser, on en veut à la planète entière. J'en voulais à tous les hommes, même si je sais que tous les hommes ne sont pas responsables de ça. Mais j'en voulais aux hommes, j'en voulais à Rumi, j'en voulais à la Turquie, alors que la Turquie n'est pas... Je n'en veux absolument pas à la Turquie. C'est juste que ça arrivait, et cette personne-là, en fait, il y avait 2 hommes, et en fait, il y en a un qui m'a agressée. Et c'est comme ça. Et en fait, le truc... ce qui est très dur quand ça arrive, le premier sentiment que j'ai eu, c'est la culpabilité, en fait. En me disant, c'est de ma faute, je me suis pas écoutée, on parlait d'intuition tout à l'heure, j'ai pas écouté mon intuition, la honte, en me disant, qu'est-ce que les gens ils vont dire, qu'est-ce qu'ils vont penser finalement, et en fait, j'étais totalement, c'est fou, hein, ce sentiment de culpabilité, de honte qui vient en premier. Après, il y a la colère, il y a la haine, mais ça vient après. La colère et la haine, j'avais la haine contre cette personne, hein, qui m'a agressée. Ouais. Mais ça a été un long chemin de reconstruction, et donc d'ailleurs, ça fait l'objet... ensuite, je suis repartie. D'un voyage. D'un livre. Enfin, ça a été toute une reconstruction. T'as dû faire. Complètement. Il y a eu un psy, donc la thérapie par la parole, qui est essentielle. Heureusement, j'ai été très bien conseillée. Très rapidement, on m'a dit va voir quelqu'un pour parler, pour pouvoir... en fait, c'est ce qu'on appelle éviter que la mémoire traumatique ne se fixe dans le cerveau. Donc, il faut parler très, très rapidement, voire même dans les 48 heures. Bon, moi, j'ai dû être rapatriée de Turquie, donc ça a mis plus de 2 semaines. Puis, je voulais pas... Après, il y avait un peu cette fierté en disant, mais non, ça va aller. Non, en fait, ça allait pas du tout, quoi. Alors, en fait, il y a eu la thérapie par la parole, le psy, qui a été une phase très importante, mais à un moment donné, j'ai senti que ça ne suffisait pas. Et c'est mon corps qui m'a réclamé de me mettre en mouvement. Et la clé que j'ai eue, parce qu'en fait, il faut imaginer à cette époque-là, avec le traumatisme, j'étais allongée dans mon canapé, je ne sortais plus, j'avais peur de sortir en fait. Donc j'étais rentrée à Paris. Je regardais des séries Netflix toute la journée, toute la nuit, en fait, insomnie, impossible de dormir. Et la série Netflix que je regardais, qui est très symptomatique, s'appelle Orange is the New Black, qui est une histoire de femme en prison. C'était un peu une série extraordinaire, hein, plutôt drôle, un peu de tragédie quand même, mais moi, j'étais dans ma propre prison, et je crois qu'il y avait... À un moment, j'ai fait le décompte, il y a 72, je crois, épisodes que j'ai regardés en 1 semaine. En fait, je faisais que ça, quoi. Ouais. Et à un moment, dans cet état de léthargie, canapé Netflix, j'ai envoyé un message à un pote qui était aussi en gendarmerie, et je lui explique, je lui dis, je suis mal, je bouge plus, je fais plus rien, j'ai envie de rien faire. Et il me donne un conseil clé qui me dit, qui est, va taper dans un sac. Et là, ça a été extraordinaire, parce que là, je me suis dit, bouge ton cul. Donc j'enfile un survêt, on est samedi, il doit être 5h du soir, je fais les clubs de boxe autour de moi, et je trouve un club juste à côté, un petit club, je prends un coach, et là, pendant les 2-3 mois qui ont suivi, 3-4 fois par semaine, je vais au club de boxe. Pas pour me défendre, hein, c'est pas du tout ça, mais pour me vider. Oui, te défouler. Pour me défouler, pour vider ma colère, ma haine. En fait, je tapais dans le sac. Les coachs, ils hallucinaient, quoi. Ils me voyaient, t'as jamais fait de boxe? Non. Mais t'étais dingue. Mais j'avais tellement de haine.
Bah ouais, du coup, le sac, il se transformait, tu vois, je revisualisais mon agresseur et je me vidais, quoi. Mais tu sais, c'est ce que tu disais au début sur le fait de s'écouter, que le corps et émotion. En fait, là, tu vidais ton émotion aussi. C'est ton corps qui parlait, tu vois. C'était une énergie qui avait besoin d'être expulsée. Et peut-être que des fois, la parole ne suffit pas à comment on appelle ça, exporter, c'est pas exporter, mais expulser en fait. Oui, complètement. Tout ce que tu as en toi. C'est que la parole permet de revoir l'événement. Donc en fait, on déplace le point de vue, c'est ce qui fait le psy, parce qu'on est incapable de le faire par soi-même. C'est un point, mais à un moment, moi, en plus, tu vois, comme depuis que je suis partie après, j'ai beaucoup voyagé dans l'Himalaya après le Kamchatka, je me suis mise à la méditation. Donc j'ai appris à m'observer. Et là, en fait, ce que j'observais, c'était l'énergie noire de la colère et de la haine qui me rongeait. Et en fait, la parole, suffit pas, quoi. Enfin, et par contre, le corps a la capacité d'expulser. En fait, c'est une énergie hyper puissante en même temps. Parce que je vois la force que ça m'a donné, la force physique, de taper dans ce sac, dans ces gants, dans le coach. Et après, derrière, finalement... Moi qui n'avais plus d'énergie, et c'est ça ce que j'ai expérimenté à ce moment-là, l'énergie appelle l'énergie, c'est-à-dire que en expulsant l'énergie, en remettant mon corps en mouvement, finalement je reviens à la surface de la vie et je renoue avec le désir de voyager, ce qui était extraordinaire. À un moment, l'évidence, tu vois, tout à l'heure, pareil, je parlais de l'évidence, là, une évidence revient. Je me souviens, j'avais arrêté de fumer, je refumais à cette époque-là, j'étais dehors en train de fumer ma clope tranquille pendant la nuit. Et là, tout d'un coup, je me dis, waouh, je vais partir en Patagonie, quoi. Enfin, le truc, et je vais marcher seule. Là-bas, je sais qu'il y aurait personne, parce que je voulais croiser personne, pour le coup. Personne, la nature. Et en fait, un mois après, je pars marcher au Chili, depuis la capitale, jusqu'en Patagonie. Tu sais, on dit souvent que dans les choses dramatiques, il y a forcément un apprentissage, un cadeau, ces phrases un peu jolies et toutes faites. Toi, aujourd'hui, tu arrives à prendre du recul, justement, sur ce qui s'est passé et te dire le sens que tu as pu donner à cette agression ? Oui. Après, attention, ça m'a pris beaucoup de temps, ça m'a pris plusieurs années. Je te la pose là parce que je sais que c'est pas arrivé le mois dernier et que tu as pris du recul. T'en as même fait un livre, donc tu vois, je me dis qu'il y a eu tout un process, évidemment. Complètement. Je me permettrais pas sinon de parler de cadeaux. Ça. Et c'est pour aussi les personnes qui traverseraient en ce moment une période compliquée. C'est vrai que c'est quelque chose qu'on a du mal à entendre, que moi, j'aurais pas pu entendre exactement comme tu le dis. Un an, même je pense 1 ou 2 ans après mon agression, c'était trop violent encore. Mais aujourd'hui, oui. En fait, aujourd'hui, j'en suis arrivée, et ça a été l'enseignement à Bali, où quand on parle du yin et du yang, où finalement, il n'y a pas de bien sans mal, il n'y a pas de blanc sans noir, il n'y a pas de lumière sans obscurité. À Bali, en fait, ils ont un même concept qui s'appelle le Rua Bineda, qui est le yin-yang balinais. Et en fait, tout d'un coup, c'était tellement évident, parce qu'en fait, qu'est-ce que ça m'a amené cette agression déjà à partir au Chili, où j'ai vu les paysages les plus fous, les plus extraordinaires de tous mes voyages, d'une beauté, d'une puissance, d'une pureté. C'était fou. Donc, alors, je dirais pas que j'ai de la gratitude pour ce qui est arrivé, mais j'ai de la gratitude pour la vie, parce que finalement, la vie est bien faite. Et ce qui s'est passé, et bien sûr par rapport à mon agresseur, je suis pas du tout dans le pardon. Ça reste impardonnable et intolérable. Mais pour autant, la vie, waouh, la vie m'a montré que de quelque chose de tellement violent, tellement sombre, j'ai goûté à la mort. Je suis passée de l'autre côté, j'ai fait une expérience de mort imminente, donc je sais que je sais même pas comment je suis arrivée là. Pour moi, c'est un miracle. D'autant plus aujourd'hui, si j'avais pas été croyante, je le serais devenue après mon agression, ça c'est clair. Mais et après, derrière, je pars. Donc après, il y a eu ce lien avec ma lignée maternelle, parce que je commence à me poser des questions sur le transgénérationnel, sur les blessures qui me sont potentiellement transmises par ma mère et par les autres femmes de ma lignée. Parce que ma mère aussi, elle a été violée quand elle était jeune. Et donc je me suis dit, peut-être qu'il y a un lien. Et finalement, après 40 ans, j'avais jamais mis les pieds en Indonésie, sauf une fois, mais j'y étais pas vraiment dans ma tête. 40 ans après, au bout de 40 ans... À 40 ans, je décide de venir en Indonésie pour renouer avec ma lignée maternelle. Et c'est l'histoire de mon dernier livre, Le Miroir de Bali, où en gros, je me dis,
finalement, je me reconnecte enfin avec mes ancêtres, avec toute la spiritualité, parce que la spiritualité de mes ancêtres, c'est du bouddhisme, c'est de l'hindouisme, c'est du chamanisme, ce que je ne savais pas avant. Ouais. Et finalement, j'arrive à revenir à une sorte de réintégration de tout ce que je suis, parce que il s'est passé cette agression qui m'a ouvert les yeux sur des parts d'ombre, des zones cachées en moi, et qui devaient se réveiller, alors qu'ils se sont réveillés de façon très violente, mais en même temps, finalement, où est le bien, où est le mal? Aujourd'hui, je ne peux pas répondre à cette question parce qu'il y a un tout. Et le tout est parfait, en fait. La perfection, c'est pas d'être dans le bien ou dans le mal, c'est d'être dans l'équilibre entre les deux. Oui, ça c'est quand je suis parti en Inde, là avant de partir, c'est que je m'étais dit que la spiritualité m'apportait rien et que j'ai commencé à dire que c'était des conneries. Et donc je suis passé d'un extrême à l'autre, et pour réaliser qu'en fait il y a un juste milieu et qu'effectivement on peut... Enfin voilà, bon, voilà, on parle de spiritualité, on n'est pas sur ton histoire de toute façon, et ce que tu as traversé qui est beaucoup, qui est bien pire que mon petite histoire entre guillemets de spiritualité à un moment donné dans ma vie. Mais je comprends en tout cas ce que tu veux dire sur un moment donné, trouver l'équilibre et trouver cette justesse. Et toi, ce qui est impressionnant, c'est de voir à quel point, en fait, tu connectes. Les choses se passent et tu vas là où tu étais presque coincé dans ton métier de militaire carré. Ouais. Depuis, c'est comme si comme Indiana Jones qui va d'étape en étape, de film en film, pour construire sa vie d'aventure, et un mouvement perpétuel qui t'amène à voyager dans le monde, mais pas un mouvement de je vais voyager pour faire de belles photos sur Instagram, mais parce que j'écoute ce que mon corps dit. Et donc j'y vais et je me découvre par les voyages. Oui, c'est un aller-retour permanent. C'est pour ça que j'aime bien ce voyage extérieur, voyage intérieur. Et quand on parle, tu vois, il y a l'étiquette d'exploration, exploratrice. Pour moi, l'exploration, elle est avant tout intérieure. Après, pour moi, et c'est mon chemin de vie, elle se fait en écho avec ces voyages, ces destinations méconnues. Mais ça, c'est mon chemin de vie. Mais j'adore... pour moi, chaque destination va révéler, va réveiller quelque chose d'inconnu en moi. Et comme tu dis que tu connectes... Tu sais, tu te souviens de ces jeux, quand on est petit, on avait différents points qui étaient numérotés, et finalement, il fallait trouver les numéros dans le bon ordre, et ça faisait une forme. En fait, c'est un peu ça pour moi, la vie. On a ces différents points qu'on doit les dénicher sur notre chemin, et finalement, le recul, l'observation, ça c'est d'où l'importance de la méditation. On prend du recul par rapport à soi, et tout d'un coup, la figure se dessine, le puzzle se crée. C'est génial. La vie est une exploration en soi. Quand je suis parti en Inde à me reconnecter à la spiritualité, qui était finalement un faux prétexte, j'aurais jamais imaginé que je serais tombé amoureux d'un Indien à ce moment-là, et qu'en fait, ce que j'avais besoin à ce moment-là, c'est de reconnecter à mes sentiments. Je le savais pas, je me suis ouvert, je suis parti, tout comme quand tu pars en voyage et que tu t'ouvres et que tu sais pas ce qui va se passer. Et en fait, du coup, le retour a fait que j'ai mis fin à ma relation de 9 ans, mais c'était comme si c'était écrit que ce voyage où je pars seul en sac à dos, face à rien, face à tout, finalement... Et qu'est-ce que la vie m'a amené ? Elle m'a amené cette rencontre complètement sortie de nulle part, parce qu'on ne part pas en Inde pour rencontrer l'amour. J'aurais pu partir à Mykonos ou j'aurais pu partir au Mexique, je ne sais pas. Mais ça aurait été peut-être plus simple. J'allais pas là-bas pour ça. Et ça m'est tombé dessus. Enfin, quand on dit tomber amoureux, je suis tombé amoureux. Wow. Je ne peux pas dire autrement. Et ça a totalement changé ma vie. Enfin, même si l'histoire s'est terminée et qu'aujourd'hui, enfin, c'est pas qu'on n'est plus en contact, mais la relation ne se fait pas. En fait, c'est ce qui donne le tournant dans ma vie aujourd'hui. T'as le sentiment que tes voyages donnent des tournants dans ta vie ? Ouais, quasiment. Je dirais tous les grands voyages que j'ai faits, c'est justement ces fameux voyages où on se sent appelé, en fait. Parce que tu vois, par exemple, la semaine prochaine, je vais partir en rando en Slovénie, 10 jours, ça va être cool, quoi. Je pense pas... On ne sait jamais, mais c'est autre chose, quoi. Mais ces voyages où, à un moment, je sens, comme je le disais tout à l'heure, cet appel des tripes, cet appel de l'âme en même temps, parce que c'est très connecté. À un moment, ça a créé un tournant dans ma vie, ou une progression. Tu vois, quand je parlais d'expansion, une expansion de la conscience, et de se dire, waouh, tout d'un coup, je vois la vie selon un nouvel angle.
Et du coup, aussi, cette sensation d'être encore plus aligné. Tu vois, quand on parle de l'alignement, le corps, le cœur, l'esprit et l'âme, de se dire... Et une forme d'énergie aussi, de fluidité qui se crée en soi. Enfin, ça, c'est au plan subtil. Beaucoup plus de fluidité. Et qui dit fluidité, moins de blocage, donc plus l'énergie, plus d'énergie. Et tu vois, la joie, tout ça, pour moi, c'est ça, c'est l'énergie qui tout d'un coup, bam, c'est ça, c'est l'expansion d'énergie. Est-ce que tu vois, quand tu reviens à Paris, puisque tu pars quand même pour des longues périodes, mais tu reviens. Quand tu reviens à Paris, tu arrives à être dans cette énergie d'expansion, de joie. Tu retrouves ça ou pas ? Alors, Paris est très compliqué pour j'avoue. Alors pourquoi déjà je reviens à Paris ? Parce que mon compagnon vit ici pour l'instant. On a le projet de partir en Asie. Mais c'est vrai que, de toute façon, je pense que tous ceux qui sont dans l'énergétique, tout ça, lui diraient, à Paris, il y a une sorte de chape de plomb, puis il y a beaucoup de personnes. Donc il y a une sorte d'inconscient collectif qui est assez lourd. Mais en fait, ça c'est ce que j'ai appris avec les pratiques méditatives, c'est qu'on peut très bien être dans un endroit extraordinaire et totalement fermé dans sa bulle parce qu'on n'est pas prêt à s'ouvrir. Et Paris, en fait, moi, mon petit chez moi, c'est un peu comme mon temple intérieur. Donc, et puis je pratique beaucoup le yoga, la méditation, il y a des statues, des peintures chez moi qui sont des symboles forts. Et en fait, je réussis en gros à me reconnecter à ma propre énergie. Et après, il y a des points énergétiques forts aussi à Paris. Je parlais du Sacré-Cœur. Pour moi, c'est un lieu ressource, les églises de façon générale. Et en fait, après, ce qui est compliqué à Paris, parce que quand, par exemple, je pars en voyage, c'est que je suscite l'énergie, mais la terre la nature notamment, la nature va me nourrir aussi en énergie. À Paris, j'ai l'impression qu'il faut toujours être un peu son propre moteur. Et du coup, on peut s'épuiser. Mais après, voilà, il y a toujours... On voit ce qu'on veut voir, en fait. Si je veux rencontrer des bonnes personnes qui vont m'énergiser, enfin, tu vois, comme notre rencontre, bam, enfin, tu vois, on va s'élever mutuellement. Et si je veux rencontrer des gens qui vont plomber mon énergie, je vais aussi en rencontrer. Mais du coup, j'ai appris aussi, ça c'est la grâce de mes voyages, à également m'émerveiller, mais peu importe où, même dans une ville qui pourrait être une ville complètement moche, soviétique, avec aucun esthétisme, l'émerveillement, il attend n'importe où. Ça peut être une petite feuille qui vibre, je sais pas, une fleur qui tout d'un coup traverse le béton, et j'arrive à m'émerveiller des petites choses. Quel conseil tu donnerais justement à quelqu'un qui n'est pas satisfait de sa vie ? Là, toi, tu parles d'émerveillement, de jaillissement, de reconnexion, d'enfant intérieur, de joie par le voyage. Est-ce qu'on est forcément obligé de partir loin ? Quelqu'un qui n'a pas peut-être l'aspect financier, ou qu'est-ce que tu te conseillerais à quelqu'un comme ça qui voudrait, tu vois, qui se sent inspiré par ce que tu dis, mais qui se dit, moi, comment je fais dans ma vie ? Marcher. C'est mon conseil le plus pragmatique, le plus simple, le plus accessible. Quasiment tous les voyages que j'ai faits depuis 12 ans, c'est avec la marche. Et donc, j'ai découvert le pouvoir de la marche. En parallèle, je fais de la méditation. La méditation, je sais que c'est compliqué pour beaucoup de personnes, quoi, que ce soit seul ou avec les applis. Mais du coup, la marche, c'est la méditation en mouvement, quoi. C'est extraordinaire. Donc, trouver un petit coin de nature, marcher seul, ce que je conseillerais. Sans portable, sans musique. Exactement, sans portable, sans musique. L'éveil des sens, écouter, et puis à un moment, même s'il y a les pensées qui vont arriver, bien sûr, mais à un moment, on fait le point avec soi. Et il y a énormément de philosophes comme Nietzsche, il y a Rousseau aussi qui préconisait la marche, qui disait que les plus grandes pensées venaient en marchant. Ouais. J'y crois profondément. Moi, je suis écrivaine. Il y a des fois des phrases, des illuminations qui arrivent, et la clarté dans sa vie qui arrive. Donc aujourd'hui, il y a beaucoup de chemins de rando, aller faire Compostelle. En plus, il y a une sorte d'énergie collective à Compostelle. C'est très accessible, quoi. Si on veut pas non plus, on a peur de partir. On peut partir seul, mais avec un peu de sécurité, parce qu'il va y avoir des gens qu'on va rencontrer souvent, des hébergements. Et c'est mon plus grand conseil, marcher. Tu l'utilises souvent, ce mot. Tu l'utilises dans tes livres. En tout cas, là, le dernier, tu vas l'utiliser. Mais j'ai le sentiment qu'il n'est pas utilisé juste comme ça. Il y a ce côté de reprendre la marche, de marcher. Ouais. Comme si... Tu sais, il y a ce truc de... des fois, on demande aux gens, tu cours après quoi ? J'ai presque envie de te demander, tu marches après quoi, au final ?
Je marche après la source. En fait, je reviens, quoi. C'est un retour. Ok. Ouais, et d'ailleurs, mon prochain projet est en lien avec ça, quoi. Parce que j'ai l'intention de marcher, de remonter le fleuve du Mékong depuis le delta au Vietnam jusqu'à la source au Tibet. Et en fait, le prendre de façon très poétique pour revenir à la source. C'est parce que tu vois, alors cette question n'est pas de moi, j'ai la question de Tata Jacqueline. C'est la question de Tata Jacqueline. Tata Jacqueline, c'est la tata, c'est un peu la tata qui me souffle des questions quand je fais mes interviews. Et elle est un peu terre à terre. J'ai déjà un peu amorcé des questions, tu vois, qu'elle aurait pu te poser sur comment je fais moi dans mon quotidien. Mais en fait, Tata Jacqueline, elle m'a posé une question. Elle me disait quand elle a su, tu vois, que je recevais Linda avec son dernier livre, tout ça. Elle m'a dit ah oui, j'ai été voir et tout. Mais elle me dit mais elle vit de quoi au final? Parce que elle dit bah moi j'aimerais pouvoir voyager dans le monde entier. Mais comment je fais, moi, pour financer tout ça? Tata Jacqueline est pragmatique. Tata Jacqueline est très pragmatique. Peut-être un peu trop, des fois. Mais pas de jugement. Non, mais c'est une vraie question qu'on me pose souvent. Déjà, ça m'a pris du temps pour trouver, on va dire, un modèle économique pour pouvoir vivre de ça. Comme j'ai dit tout à l'heure, donc quand je suis partie, ça, c'est vrai que ça a été la clé. Hein, j'avais des économies de côté. Et après, donc, j'ai trouvé ce fameux sponsoring qui m'a évité de toucher à mes économies. Après, j'ai fait un choix très rationnel. Je voulais pas être stressée par le besoin absolu de trouver un métier pour gagner de l'argent. Parce qu'en fait, je voulais faire du voyage mon métier, en fait, ma vie. Donc, je suis partie m'expatrier en Pologne. C'est très pragmatique. La vie est 3 fois moins chère qu'en France. Donc, du coup, j'étais tranquille, quoi. J'avais assez d'argent. Je faisais des missions, enfin je travaillais un peu pour l'Alliance française là-bas. Ouais. Et puis c'est là où j'ai commencé à voir que des gens faisaient des conférences, des voyageurs, des explorateurs. Donc je me suis dit, bah tiens, moi aussi je vais donner des conférences. Donc ça a été un gros travail, je dis ça en quelques minutes, mais moi en fait ça se voit pas, mais je suis quelqu'un d'extrêmement timide. Donc, ouais, je suis une ancienne grande timide, donc tu vois, là, je pourrais très bien, enfin, tu m'aurais parlé il y a 10 ans, je pourrais rougir, ça m'arrive déjà encore, hein. Et donc, apprendre à prendre de l'assurance, à parler en public, à construire une histoire, parce que faire une conférence, c'est aussi l'art du storytelling. Ouais. Donc, en fait, j'ai passé beaucoup de temps complètement isolée à lire des bouquins, je me suis beaucoup inspirée des méthodes américaines qui sont super pragmatiques là-dessus. À travailler, en fait. Ouais, travailler, ouais. À créer mon site internet, à apprendre à me vendre. Parce qu'aussi, ce qu'il faut voir, c'est que de mes 18 ans jusqu'à mes 30 ans, je suis dans un système militaire où je suis nourrie, logée, blanchie, quoi, et payée. Donc, du coup, je ne sais pas ce que c'est de me vendre. Je ne connais pas mes qualités. Pour moi, je sors de là, je ne sais rien faire. En fait, je ne vaux rien. Et puis en fait, c'est faux, quoi. Je ne savais pas que parler du changement de vie, par exemple, aujourd'hui on en parle beaucoup, mais à l'époque on en parlait peu, je me disais pas que ça pouvait être inspirant. Donc j'apprends tout ça, quoi. J'apprends aussi à écrire parce que du coup, mon projet c'est aussi d'écrire des livres. Et en fait, l'autre clé pour parler de comment je gagne ma vie, c'était la publication de mon premier livre. T'en as sorti 7, hein. 5, c'est le 5e, ouais. 5 en 7 ans. Oui, 5 en 7 ans. Ouais, c'est ça, ouais. J'adore écrire, j'ai toujours été une grande lectrice. Et en fait, quand mon livre, je crois que c'était 2015 ou 2016, le premier livre est sorti, ça m'a permis d'avoir une visibilité publique et la légitimité. Donc du coup, plus facile de se vendre auprès des entreprises, donc plus de conférences. Puis derrière, pareil, du mécénat d'entreprise. Et en fait, tout ça cumulé, après j'ai commencé à avoir des contrats de droit à l'image en tant que, entre guillemets, mannequin, où ils voulaient des femmes qui avaient des parcours un peu particuliers. Donc j'étais égérie pour Chloé, pour Simone Perel. Et tout ça cumulé... fait que voilà, alors c'est une vie, je dirais d'artiste, hein, rien n'est certain, où je décroche des contrats, mais ça se construit, quoi. C'est un édifice qui se construit jour après jour. Tu te sens heureuse aujourd'hui ? Ouais, heureuse. Alors j'aime pas trop le mot heureuse, parce que je trouve que c'est un grand mot, quoi. Mais je me sens en harmonie, tu vois. Et je sais qu'il pourra y avoir, parce que la vie, je lui fais confiance, il y aura encore des coups durs pour encore être dans cette expansion encore plus. Mais ouais, je me sens en harmonie, tu vois, en chemin, parce que ça, c'est aussi un point important. Certes, je voyage seule, mais en chemin, j'ai rencontré mon compagnon. D'ailleurs, on s'est rencontrés en Pologne. Donc, on peut très bien vivre une vie de couple
Alors c'est peut-être un préjugé que je vais dire, mais en étant une femme et tout en gardant aussi son indépendance, son autonomie. Et ça, c'était très important quand j'ai rencontré mon compagnon. Et il respecte, il me soutient. Enfin, c'est extraordinaire d'avoir cette force-là dans ma vie. Tu es l'exemple. Là, je viens d'avoir une info. Enfin, une info. Une info. Genre, tu n'es pas... je suis pas en train de te faire de la médiumnité, non. Presque. Non, en fait, tu es l'exemple de comment on peut éclater les cases. Comment on peut avoir une vie de couple en étant une femme indépendante qui voyage plusieurs mois par an et quand même avoir cette vie de couple. Comment on peut casser un boulot métro, boulot dodo pour créer son propre emploi du temps et ses propres métiers qui t'étaient totalement inconnus auparavant. Donc comment tu as créé au fur et à mesure quelque chose qui est pour toi ta vie idéale, non ? En fait, je m'en rends pas compte. Hein. Tu me dis ça, c'est vrai. Et puis, tu vois, on parlait de l'audace, mais oui, il faut oser. Mais c'est pas oser n'importe comment, c'est oser écouter ses désirs, quoi. Nos désirs sont nos moteurs. Et faire confiance en la vie. La vie, elle est extraordinaire. Elle est pleine de... Alors, certes, elle nous met des épreuves et des obstacles, mais en même temps, elle est pleine de bienveillance. On a des mains tendues autour de nous, sauf qu'on les voit pas forcément. Et tu parlais de le pouvoir de demander, j'y crois. Et demander aussi, ça implique aussi de mettre sa fierté, son ego de côté, parce que potentiellement on va avoir un non. Mais se dire, et alors, c'est pas grave, quoi. Et peut-être, moi j'ai déjà fait des entretiens, tu vois, pour avoir du sponsoring où les mecs ils m'ont snobé, mais grave, hein. Et en fait, j'ai toujours pris avec humour, parce qu'au fond de moi, alors au départ, c'est pas drôle. Une fois, j'ai eu un entretien, un grand patron d'entreprise, tu vois, on était face à face, et il regardait son téléphone, et je lui parlais. Donc, hyper déstabilisant, quoi. Et au départ, tu vois, je commence à perdre un peu mes moyens, et après, tu vois, je prends du recul, je dis, mais qu'est-ce que t'en as à foutre ? Dis ton truc, fais ton speech, peu importe. Et puis à la fin, il me regarde, je fais, comme ça, on aura fait connaissance, hein, ce sera déjà ça. Et il a rien dit, en fait, je me dis, qu'est-ce que t'en as à faire ? Au pire, de toute façon, le mec, il va t'oublier, il s'en fout de toi, et c'est pas grave. Et peut-être que finalement, en l'occurrence, ça a pas marché, mais c'est pas grave. Et ça aurait pu marcher. En fait, ça aurait pu marcher. La vie est faite de surprises des fois, et on peut penser que ça marche pas et ça fonctionne. Donc, là, c'est un peu les 4 accords Toltec, ne rien prendre personnellement, ne pas faire de suppositions, et donc de juste faire. C'est ce que t'as fait, j'ai fait. Et faire confiance, comme quand on me demande comment j'ai trouvé mon premier éditeur. Moi, je suis pas issue du milieu littéraire, je viens pas de Paris, je connaissais pas. J'ai demandé, puis à un moment, j'ai rencontré quelqu'un qui connaissait quelqu'un qui dit « Tiens, celui-là, il devrait t'intéresser ». Ça a pris plusieurs mois, hein, mais au bout d'un moment, ça a marché. Et il faut... La vie est extraordinaire. Les blocages, ils sont en nous avant tout. Ça, j'y crois profondément. Qu'est-ce que tu as osé de plus grand dans ta vie ? T'as osé, mais qu'as-tu vraiment osé de plus grand ? De plus grand je pense vraiment que c'est mon changement de vie. Le jour où je démissionne, je divorce, je démissionne et je pars à l'inconnu. Parce que je savais même pas ce que je voulais faire derrière. J'avais aucune idée. Je connaissais pas le métier que je fais aujourd'hui. Tu vois, on parle d'écrivain voyageur, explorateur. Je ne le connaissais même pas. Je me suis dit, c'est pas grave, je serais peut-être consultante en stratégie, parce que je faisais de la stratégie aussi. Mais je me suis complètement lancée dans l'inconnu. Et il y a une grosse part de naïveté, mais Dieu merci, quoi. Il faut être naïf, parce que sinon on fait pas les choses, quoi. Donc... Oui, sinon on est peut-être trop terre à terre, alors que la naïveté connecte aussi à nos rêves, sans trop réfléchir à les conséquences. En fait, on y va. Est-ce que tu vois, d'après toi, qu'est-ce que ton papa porte comme regard sur ton parcours aujourd'hui ? J'ose espérer qu'il serait fier. Parce que, alors au départ, je me dis, ça m'arrangeait qu'il soit plus là, parce que je pense que démissionner de l'armée, il aurait sans doute pas été d'accord. Mais aujourd'hui, parce que mon père était aussi un aventurier, en fait. Il était lui-même pilote, mais il est parti très tôt dans le civil. Il a travaillé en Indonésie, c'est comme ça qu'il a rencontré ma mère. Et il a adoré, mon père, c'est un amoureux de l'Afrique. Il a beaucoup travaillé en Afrique, dans la brousse, dans des coins paumés. Et bien sûr, quand tu disais mon père, ce héros, bien sûr. C'est pas un hasard, en fait. Tu tiens de lui, en fait, d'une certaine manière, de cette aventure.
Ouais, de amoureux lui, du monde, et, lui amoureux de l'Afrique, mais amoureux du monde. Ouais, complètement. Mais ma mère aussi, après, ma mère a eu cette force à un moment de quitter l'Indonésie. Bon, elle a suivi mon père, mais ma mère aussi a une grande force intérieure. Et puis après, voilà, il y a cette part qui nous appartient à nous-mêmes. Hein, notre âme a ses propres forces. Vraiment, je te vois comme cette Indiana Jones qui a une discothèque en soi. Et je pense que c'est ce qu'on peut retenir de cette interview à tous ceux qui nous écoutent. Soyez l'Indiana Jones de votre vie. Et quand la discothèque se met en marche, eh ben, à l'assaut, quoi. Ouais, mais complètement, quoi. Et donc, et puis, il faut prendre la vie pas trop au sérieux, quoi. La vie, il faut s'amuser, en fait. Comme les Américains disent, enjoy the game. Ça veut pas dire qu'il n'y a pas des choses tragiques et dramatiques, mais à un moment, la vie est vraiment courte et elle est précieuse. Je crois que c'est un beau message de fin. Merci beaucoup pour cet échange qui était 10 fois trop court à mon goût. Vraiment. Merci, j'ai Nico. l'impression d'avoir eu à peine 1/10 de tous les sujets que je voulais aborder avec toi. Donc je me dis c'est pas très grave puisque vu ta vie, on aura sûrement l'occasion de refaire un épisode et on parlera du coup de sujets peut-être plus précis, de ton dernier voyage. En tout cas, pour ceux qui veulent découvrir tes voyages dans le détail, tu as tes livres, dont le dernier, Le Miroir de Bali, aux éditions Payot Voyageur. Oui. Tous tes livres sont avec cet éditeur ? Les 3 derniers livres. Les 3 derniers. Oui. Bon, enfin, de toute façon, ils peuvent trouver les livres, oui, peu importe, pour aller vraiment dans le détail de tous tes parcours, finalement. On peut retrouver ton site internet, c'est en lien dans la description, ton Instagram également. Ça porte ton nom, hein, c'est Linda Bortoletto. Hein. Ouais, complètement. Ouais. J'ai pas de pseudo. C'est vrai. Et on peut te retrouver ailleurs ou c'est là le plus... Non, c'est surtout Insta, mon site et en voyage. Et en voyage. Pour tous ceux qui te croiseront sur les routes de la vie, j'ai presque envie de te dire. Ouais, complètement, ouais. C'était un plaisir, vraiment. Merci beaucoup. Merci Nico. C'était un super bientôt. plaisir. Ciao. Salut. Merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. J'espère que ça t'a plu, que le témoignage de Linda t'a inspiré. En tout cas, moi, clairement, ça m'avait marqué. Quand j'ai fait l'interview, je m'étais dit, c'est dingue, et je lui avais dit, tu as vraiment dessiné ta vie comme un artiste. Tu as pris les éléments qui te parlaient, tu as pris les éléments en fait qui te touchaient, qui vibraient chez toi, et t'as créé tes propres métiers, t'as créé tes propres sources de revenus, t'as vraiment réussi à construire ta vie telle qu'elle te semble être idéale, sans faire attention à la société, à ce qu'on a pu t'inculquer dans ton enfance, etc. Et j'ai adoré ça parce que finalement, elle suit son intuition, elle suit son instinct, elle suit ses envies pour aller réaliser ses rêves, et je trouve que c'est excessivement inspirant. Eh ben écoute, je te dis la semaine prochaine pour un nouvel épisode, et n'oublie pas que tu peux laisser 5 étoiles et un petit commentaire sur ta plateforme d'écoute, spécialement Spotify et Apple Podcast. Encore une fois, c'est ce qui permet vraiment le meilleur référencement, et ça me permet moi d'aller chercher des invités encore et encore, tout simplement pour que tu puisses écouter ce podcast toutes les semaines qui vraiment, j'espère, t'inspire au quotidien. En tout cas, je te dis à très 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 bientôt, et encore merci pour ceux qui écoutent d'ailleurs jusqu'à la fin, jusqu'à maintenant, d'être aussi fidèles et de prendre le temps d'écouter les épisodes en entier. À très bientôt, salut!